J'étais assis sur ce banc de bois froid, au fond de la salle d'audience. Le silence pesait lourd, mais pour moi, c'était comme un bruit de fond familier maintenant. À ma gauche, Maître Marcel Dubois fouillait nerveusement dans ses papiers, sa petite pile de dossiers branlante prête à s'effondrer à tout moment. Il avait déjà fait tomber sa tasse d'eau une fois. Julien, lui, était là-bas, à l'autre bout de la salle, flanqué de Maître Delacroix, son requin habituel, et de Sophie, sa nouvelle lubie. Il ne me regardait pas. Pour lui, j'étais déjà une ombre, une affaire classée. Comment en étais-je arrivé là, sur ce banc dur, à attendre que ma vie soit décortiquée? Il y a 3 semaines à peine, ma vie était encore structurée. J'habitais un appartement sublime avec vue sur la Seine dans le 7e arrondissement, où chaque objet avait une histoire, chaque pièce un écho de souvenirs. Et puis, il y a eu cette soirée, la soirée de nos 10 ans de mariage. 10 ans, c'était un mardi, je crois, ou peut-être un mercredi. Franchement, les jours se sont mélangés après ça. J'avais passé la journée à me préparer. Un brushing léger, ces boucles qu'il disait aimer au début. La robe de soie émeraude, celle qu'il m'avait offerte 5 ans plus tôt, quand ses yeux ne me regardaient pas encore avec cette lassitude froide. On avait tout prévu. Le dîner au Jules Verne, une table avec une vue imprenable. Mais l'enveloppe posée là sur la table basse n'était pas une carte. Trop épaisse, trop lourde. Sa couleur, ce beige ingrat, jurait terriblement avec la nappe immaculée et la flûte de domérinol millésimée qui pétillait doucement sous la lumière tamisée des bougies. Julien était debout, près de la cheminée massive de notre salon, verre de whisky à la main, contemplant la ville qui s'étendait sous nous. Pour lui, Paris n'était qu'un immense échiquier dont il était le roi. « Vas-y, ouvre », avait-il dit, sa voix dénuée de toute chaleur. Mes mains tremblaient déjà. « Julien, qu'est-ce que c'est? La réservation est dans 30 minutes. » Il m'avait coupé. « Annule. Nous n'allons pas dîner, Marie. Nous n'allons plus continuer cette mascarade. » Le souffle m'avait manqué quand j'ai déchiré le seau. Les mots dans l'entête clairs et cruels. Requête en dissolution de mariage. Un divorce. Je n'avais pas compris. La semaine dernière, on parlait de rénover la cuisine, de partir à Courchevel. Il s'était enfin tourné vers moi, son visage, souvent décrit comme sculpté et d'une beauté classique sur les couvertures de magazines économiques, était glacial. Ce même visage, celui du PDG de Lambert Immobilier, connu pour ses tactiques sans merci, était maintenant braqué sur moi. Sa femme, sa transaction. C'est moi qui parlais de rénover la cuisine. Avait-il rectifié, s'approchant, me dominant de sa grande taille. Toi, tu hochais la tête, comme toujours. Tu es devenue stagnante, Marie. Stagnante? Je m'étais levé d'un bond, la soie de ma robe bruissant. J'ai abandonné ma carrière pour toi, Julien. J'ai géré cette maison. J'ai accueilli tes investisseurs. Je t'ai soutenu quand la faillite menaçait en 2018. Il avait ricané, posant son verre d'un coup sec. Et tu as été amplement récompensée, Marie. Un appartement de 12 millions d'euros, des vêtements de marque, une Porsche, mais cette balade est terminée. Il avait sorti son téléphone, un sourire suffisant aux lèvres. Sophie emménage lundi. Le nom avait plané, toxique dans l'air. Sophie Leroux. Sa nouvelle consultante en images, une gamine de 24 ans, ancienne mannequin, avec des ambitions aussi aiguisées que les siennes et une boussole morale orientée uniquement vers le plus offrant. « Tu me jettes pour une assistante ?» avais-je murmuré, les larmes finissant par couler. Après 10 ans, Julien, Sophie comprend l'avenir, m'avait-il coupé, sa voix sèche. Toi, tu es le passé, les années de galère. Je n'aime pas me souvenir des années de galère, Marie. Je t'ai dépassé. Il avait tapoté les papiers. Maintenant, écoute bien, je ne le dirai qu'une seule fois. Mon équipe juridique, avec Maître Delacroix en tête, est tout blindée. Son parfum cher m'avait soudain oppressé. L'appartement est la propriété d'une société écran.
Tu n'as aucune part dans les comptes. Ils sont dans des fiducies offshore. Les voitures sont louées par la société. Mon cœur battait la chamade, oiseau piégé dans ma poitrine. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, avait-il sifflé, un sourire cruel étirant ses lèvres, que tu as signé un contrat de mariage il y a 10 ans. Tu ne te souviens sûrement même pas l'avoir lu. Il stipule qu'en cas de divorce, tu repars avec ce que tu as apporté au mariage. Il avait fait une pause dramatique. Et si ma mémoire est bonne, Mary, quand je t'ai trouvé dans cette petite bibliothèque poussiéreuse de Lyon, tu avais une vieille Honda Civic et 300 € sur ton compte. Voilà ce que tu auras. Rien. Je t'ai aidé à bâtir cette entreprise, avais-je dit, ma voix tremblante mais avec une intensité nouvelle. J'ai révisé tes propositions. J'ai dessiné le logo. Je t'ai présenté à ton premier investisseur providentiel, Monsieur Martin. Tu ne serais pas Julien Lambert sans moi. Il avait éclaté de rire. Tu étais une secrétaire avec un carnet de croquis. Ne réécris pas l'histoire. Martin aimait ma vision, pas ton café. Maintenant, fais tes valises. Tu peux rester dans la chambre d'amis ce soir, mais je veux que tu sois parti demain matin. Sophie veut redécorer la suite parentale ce week-end. J'avais regardé l'homme que j'avais aimé pendant une décennie. Chercher la moindre trace du jeune homme timide, ambitieux, que j'avais rencontré à la bibliothèque universitaire. Celui qui avait pleuré dans mes bras à la mort de sa mère. Celui qui avait juré que nous allions conquérir le monde ensemble. Ce jeune homme était mort. Il avait été dévoré par le monstre qui se tenait devant moi. J'avais essuyé mes larmes. Le tremblement de mes mains s'était arrêté. Un calme étrange, froid, m'avait envahi. Une détermination qu'il n'avait jamais vue. C'était un trait génétique, enfoui profondément dans mon ADN pendant des années, réveillé par le choc de la trahison. « Tu veux que je parte sans rien? » avais-je demandé doucement. « Je ne veux pas. » avait-il haussé les épaules, consultant sa montre. « Je te dis de le faire. C'est déjà fait. Signe les papiers, prends le chèque de 10 000 € que j'ai généreusement joint comme frais de réinstallation et disparaît. Ne t'humilie pas en te battant, Marie. Maître Delacroix t'enterrera sous les frais juridiques jusqu'à ce que tu vives dans un carton. » J'avais tendu la main et pris l'enveloppe lourde. Je ne l'avais pas ouverte. Je ne l'avais pas signée. Je l'avais juste tenue. « D'accord, Julien, » avais-je dit, ma voix vide d'émotion. « Si c'est comme ça que tu veux jouer. » « Il n'y a pas de jeu, » avait-il ricané. « Game over. » Je m'étais retourné et avais marché vers le grand escalier. Je n'avais pas fait de valise. Je n'étais pas allé à la chambre d'amis. J'étais allé directement à la porte d'entrée, l'avais ouverte et était sorti dans la nuit froide de Paris sans même un manteau. « Où vas-tu » avait-il appelé, momentanément déconcerté. « Tu peux prendre tes affaires. »« Je n'en veux pas » avais-je dit sans me retourner. « Tu les as payés. Garde-les pour Sophie. Je suis sûr qu'elle a l'habitude de porter les affaires des autres. » La porte s'était refermée. Julien était resté seul dans l'appartement silencieux. Pendant une fraction de seconde, un frisson l'avait parcouru. Il y avait quelque chose dans la façon dont j'étais parti. La tête haute, le dos droit. Cela ne correspondait pas au récit de l'épouse vaincue. Mais son téléphone avait vibré. Une photo de Sophie. Il avait souri. Le moment de doute était oublié. Il avait gagné. Il gagnait toujours. La pluie à Paris ne nettoie pas les choses. Elle rend juste la crasse plus glissante. J'avais marché 4 blocs avant d'appeler un taxi. Je tremblais, ma robe émeraude trempée, collant à ma peau. Les passants me regardaient, cette femme en robe de soirée debout dans une flaque. Mais à Paris, une femme en pleurs dans une robe, c'est juste une partie du décor. « Où, madame ?» m'avait demandé le chauffeur de taxi, me regardant avec suspicion dans le rétroviseur. « Le Saint-Régis » avais-je dit automatiquement, puis je m'étais arrêté. Je n'avais pas mes cartes de crédit. Julien les avait probablement annulées au moment où la porte s'était refermée. J'avais vérifié ma petite pochette. 60 € en espèces et un téléphone personnel,
pas celui du forfait familial, mais un petit téléphone que j'avais gardé pour les urgences. Je n'avais jamais imaginé que l'urgence serait mon mari. En fait, m'étais-je corrigé, ma voix rauque, emmenez-moi au Formule 1 près de Roissy, celui sur l'autoroute. Le chauffeur avait haussé un sourcil mais n'avait pas discuté. C'était un long trajet du 16e arrondissement à la périphérie salle de l'aéroport. Quand j'étais arrivé, l'enseigne néon clignotait, le M de motel grillé. Une métaphore parfaite pour ma vie. J'avais payé en espèces une chambre qui sentait la cigarette froide et le nettoyant industriel. Je m'étais assise au bord du matelas informe. La chambre était austère. Pas de sol en marbre, pas de vue sur les invalides, juste du papier peint beige écaillé et le bruit des avions au-dessus. J'aurais dû être hystérique. J'aurais dû crier, mais le calme froid était toujours là, m'ancrant. J'avais fermé les yeux et laissé les souvenirs m'envahir, non pas pour me torturer, mais pour me rappeler la vérité. 12 ans auparavant, je n'étais pas seulement Marie. À l'époque, j'étais Marie Leclerc, bien que j'aie utilisé le nom de jeune fille de ma mère, Marie Dubois, à l'université pour éviter les questions. Je voulais être une artiste, voir le monde à travers mes propres yeux, pas à travers le prisme de l'empire de ma famille. J'avais rencontré Julien à la bibliothèque. Il était frénétique, ses cheveux en bataille, essayant d'imprimer une thèse sur une imprimante bloquée. « C'est le toner », avais-je dit, le réparant dans 2 secondes. Il m'avait regardé comme si j'étais une sauveuse. Il était pauvre, désespérément pauvre. Il était boursier et la bourse ne couvrait même pas la nourriture la moitié du temps. J'avais commencé à lui apporter des sandwichs supplémentaires. J'avais révisé ses papiers. Quand il ne pouvait pas se permettre les matériaux pour son modèle architectural final, j'avais trouvé 5 000 € et lui avait dit que j'avais gagné à un jeu à gratter. Je suis tombée amoureuse de son dynamisme. Il avait une faim que moi, né dans un immense privilège, je n'avais jamais ressenti. Je voulais l'aider à nourrir cette faim. Quand nous nous sommes mariés, j'ai fait un choix. Mon père, le formidable patriarche de la famille Leclerc, avait désapprouvé. Il aime ton portefeuille, pas ton âme, elle. Mon père m'avait averti. C'est un arriviste, et les arrivistes piétinent tout sur leur passage pour atteindre le sommet. Je ne lui dis pas qui nous sommes, avais-je dit à mon père. Je veux être aimé pour moi. Je me coupe de tout. Je vivrai de son salaire. Nous le construirons ensemble. Mon père avait signé les papiers à contre-cœur. Marie Leclerc était légalement devenue Marie Dubois. J'avais enterré mon passé. J'avais cessé de prendre les appels du bureau familial. J'étais devenue la belle épouse utilisant mon sens inné des affaires, appris à la table de dîner des milliardaires pour guider Julien tout en le laissant penser que c'était son génie. De retour dans la chambre d'hôtel, j'avais rouvert les yeux. J'avais regardé le téléphone bon marché dans ma main. Julien avait raison sur une chose. J'avais signé un contrat de mariage. Il avait insisté, ironiquement, pour prouver qu'il ne s'intéressait pas à mes maigres économies de bibliothécaire. Mais Julien était arrogant. Il avait utilisé un modèle téléchargé sur Internet à l'époque. Il m'avait dit de partir avec ce que j'avais apporté. Il a oublié, avais-je chuchoté à la pièce vide. Il a oublié que je ne suis pas venu avec de l'argent. Je suis venu avec des connexions. J'avais composé un numéro qui n'avait pas changé en 20 ans. Ça avait sonné 1 fois, 2 fois. Ligne privée de Jonas Leclerc, qui est à l'appareil. La voix était profonde, autoritaire et terrifiante pour la plupart du monde des affaires. Pour moi, elle sonnait comme la sécurité. « Jonas !» avais-je dit, ma voix finissant par se briser. C'est elle. Il y avait eu un silence à l'autre bout. Un silence lourd, pesant. Jonas Leclerc, le PDG de la holding Leclerc, un conglomérat qui aurait pu acheter et revendre l'entreprise de Julien 10 fois avant le petit déjeuner, n'aimait pas les surprises. Marie, sa voix s'était adoucie, perdant son tranchant de salle de conférence. 10 ans se sont écoulés. Où es-tu? Je suis dans un Formule 1 près de Roissy. Pourquoi? Le tranchant était revenu,
plus acéré qu'une lame de guillotine. Julien, avais-je dit. Il m'a mise dehors. Il me quitte. Il m'a dit de partir sans rien. Il a dit ça? La voix de Jonas avait baissé d'une octave. C'était d'un ton connu dans le monde financier comme le frisson Leclerc. Il précédait généralement une prise de contrôle hostile ou un démantèlement d'entreprise. Et M. Lambert sait-il que sa femme est l'actionnaire silencieuse de la fiducie Leclerc? Non, avais-je dit. Il pense que je ne suis qu'une bibliothécaire qui a eu de la chance. Je vois, j'avais entendu le bruit d'une chaise raclée, le mouvement d'un homme qui se mettait en action. Reste là, j'envoie la voiture. Pas un taxi, Marie, la voiture. Jonas, je ne veux pas retourner chez papa. Papa est décédé il y a 3 ans, elle. Nous avons essayé de te le dire. Julien avait renvoyé les lettres. Il avait dit que je n'étais pas intéressé. L'air m'avait quitté. J'avais serré le téléphone, mes jointures blanches. Quoi? Il nous a bloqués, avait dit Jonas, la colère vibrant à travers le fil. Il a envoyé des lettres de mise en demeure au bureau de la famille. Il nous a dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous. Nous avons pensé que tu nous détestais de t'avoir coupé. Une nouvelle vague de haine m'avait submergé. Julien n'avait pas seulement trompé. Il n'avait pas seulement volé ma jeunesse. Il m'avait volé ma chance de dire au revoir à mon père. Il m'avait isolé complètement pour me contrôler. La tristesse s'était évaporée. Le chagrin s'était solidifié en quelque chose de dur et tranchant comme un diamant. Jonas, avais-je dit, ma voix redevenue ferme, n'envoie pas la voiture tout de suite. J'ai besoin que tu fasses autre chose d'abord. Nomme-le. J'ai besoin d'un avocat. Pas n'importe quel avocat. J'ai besoin d'une machine de guerre. Je te trouverai Archibald de Saint-Pierre, avait dit Jonas. Mais elle, si nous faisons ça, nous le faisons à la manière Leclerc. Terre brûlée totale. J'avais regardé mon reflet dans le miroir fissuré du motel. La femme douce et solidaire avait disparu. À sa place se tenait la fille d'un titan. La terre brûlée ne suffit pas, avais-je dit. Je veux qu'il croie qu'il est en train de gagner. Je veux qu'il se tienne au tribunal et qu'il se vante. Et ensuite, je veux tout lui prendre. Pas seulement l'argent, sa réputation, son entreprise, sa fierté. J'écoute, avait dit Jonas, que les procédures commencent. Laisse-le croire que j'utilise un avocat commis d'office. Laisse-le m'intimider. Quand la date du procès arrivera, je veux que tu entres. Considérez ça comme fait, avait répondu Jonas. Bienvenue de nouveau dans la famille, Marie. J'avais raccroché. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Les semaines qui ont précédé l'audience étaient une torture de notre propre conception. Julien vivait la vie d'un roi célibataire. Sophie avait emménagé dans l'appartement haussmannien et avait immédiatement commencé à effacer ma présence. Elle avait remplacé mes meubles anciens par de l'or moderne clinquant. Elle organisait des soirées qui duraient jusqu'à 4 heures du matin les mardis. Un après-midi, 1 mois avant le procès, je sortais d'une épicerie dans le quartier du Marais. Je jouais parfaitement mon rôle, vêtu d'un jean et d'un manteau usé, portant 2 sacs de course. Je devais maintenir l'image au cas où Julien aurait un détective privé pour me surveiller. Tandis que j'attendais que le feu passe au vert pour traverser, une élégante Aston Martin argentée s'était arrêtée. La vitre s'était baissée. C'était Julien. Sophie était sur le siège passager, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et riant de quelque chose sur son téléphone. Eh bien, avait retenti la voix de Julien, rendit la vie de Julien, faisant se retourner les passants sur le trottoir. Si ce n'est pas l'ex-madame Dubois, j'avais figé, j'avais serré mes sacs de course. Bonjour, Julien. Tu achètes quoi, là? Des nouilles instantanées? Il avait ricané, regardant mes sacs. J'ai entendu dire que tu vivais à Saint-Denis maintenant. Comme c'est pittoresque. J'espère que les rats ne sont pas trop gros. Sophie s'était penchée, abaissant ses lunettes de soleil pour m'inspecter. Oh mon Dieu, Julien, c'est elle. Elle a l'air fatiguée. Elle a l'air de ce qu'elle est, avait ri Julien, une personne sans importance.
Il avait ouvert la portière et était sorti. Il portait un costume sur mesure, l'air d'un maître de l'univers. Il avait contourné la voiture et s'était tenu devant moi sur le trottoir animé. « Je vais te faire une faveur, Marie, » avait-il dit, sa voix baissant pour que seul moi puisse entendre. « Parce que je suis un type généreux. Laisse tomber ta blague d'avocat. Signe les papiers que j'ai envoyés. Je vais augmenter les frais de réinstallation à 20 000. C'est 2 ans de loyer dans la décharge où tu vis. »« Je ne veux pas ton argent, Julien, » avais-je dit, mobilisant toute ma capacité d'actrice pour paraître faible et vaincu. « Je veux juste ce qui est juste. » « Juste? » Julien avait lâché un rire moqueur. « La vie n'est pas juste, ma chérie. Regarde-nous. Je suis sur le point de conclure un accord de 100 millions d'euros avec la ville. Toi, tu achètes du pain de base. Tu ne peux pas gagner. Maître Delacroix va te détruire au tribunal. Il va assigner tes dossiers médicaux, ton journal intime, tout. Il te fera passer pour une croqueuse de diamants instable. » Il avait fouillé dans sa poche, sorti un billet de 100 euros et l'avait glissé dans la poche de mon manteau usé. « Achète-toi un bon dîner, c'est moi qui t'offre. Considère ça comme une pension alimentaire. » Il m'avait tapoté la joue, un geste condescendant et humiliant, puis s'était retourné et était remonté dans la voiture. Le moteur avait rugi et l'Aston Martin était parti en trombe, me laissant là, dans un nuage de gaz d'échappement. Les passants me regardaient avec pitié. Une femme à côté de moi avait secoué la tête. « Quel crétin! Ça va, ma belle? » J'avais baissé les yeux sur le billet de 100 euros qui dépassait de ma poche. Je l'avais lentement retiré. Je n'avais pas pleuré. Un sourire lent, terrifiant, s'était étiré sur mon visage. « Je vais parfaitement bien, » avais-je dit à la femme. « Il vient juste de faire une erreur. » « Quelle erreur? » « Il pense qu'il est le prédateur, » avais-je chuchoté en m'éloignant. « Mais il n'est que l'appât. » Ce soir-là, j'avais appelé Archibald Saint-Pierre. Il m'a approché, avais-je dit. Il a dit quelque chose de précis. Il a mentionné le projet La Flèche avec la ville, avais-je précisé. Il a dit qu'il était sur le point de le conclure. « Intéressant, » avait murmuré Archibald. Cet accord nécessite un audit rigoureux de la liquidité de son entreprise. S'il cache de l'argent dans des sociétés écrans au Delaware pour te le soustraire, ses rapports de liquidité à la ville sont probablement falsifiés. Exactement, avais-je dit. Si nous révélons ce que là pendant la procédure de divorce, avait médité Archibald, la ville retirera le contrat, son action chutera. Il sera surendetté sans revenu. Faites-le, avais-je dit. Elle avait prévenu Archibald. Cela ne va pas seulement le blesser. Cela détruira Lambert Immobilier, l'entreprise que tu as aidé à bâtir. Cela anéantira tout. J'avais regardé les murs vides de mon appartement temporaire. J'avais pensé aux lettres que Julien avait renvoyées à mon père mourant. J'avais pensé aux années que j'avais passées à construire son ego, tandis qu'il diminuait le mien. « Brûle tout, Archie, » avais-je dit. « Brûle tout. » Le jour de l'audience était arrivé sous un ciel gris et un vent mordant. Le tribunal de la famille de Paris était un tourbillon de misère, de gens se disputant dans les couloirs, de bébés qui pleuraient et de greffiers surmenés. Julien était entré comme s'il s'agissait d'un gala. Il était flanqué de Maître Delacroix, qui ressemblait à un oiseau de proie avec ses cheveux gominés et un costume qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens. Derrière eux se tenait Sophie, vêtue d'une robe de cocktail blanche inappropriée, traitant le couloir comme un podium. De l'autre côté de l'allée, j'étais assise sur un banc en bois. Je portais une simple robe grise et pas de maquillage. À côté de moi était assis Maître Marcel Dubois, qui venait de faire tomber une pile de dossiers sur le sol et s'affairait à les ramasser. Julien avait donné un coup de coude à Maître Delacroix. « Regardez-les. C'est pathétique, que ça se termine vite pour que je puisse aller déjeuner. » « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lambert. » Maître Delacroix avait ricané. « La juge rejettera ses demandes de pension alimentaire dans les 10 premières minutes. » L'huissier avait ouvert les portes. « Debout pour l'honorable Madame la juge Marlène Giraud. »
La juge Giraud était une femme pragmatique d'une 60aine d'années qui avait vu tous les mensonges qu'un mari pouvait raconter. Elle s'était assise et avait jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Dubois contre Lambert, avait-elle annoncé. Présence. Maître Delacroix pour le demandeur, Julien Lambert, avait retenti Simon, projetant sa voix. Maître Marcel Dubois pour la défenderesse, Marie Dubois, avait couiné Maître Dubois, se levant et faisant tomber sa tasse d'eau. Julien avait ricané de manière audible. La juge Giraud lui avait lancé un regard d'avertissement. « Maître Delacroix, vous pouvez commencer, » avait dit la juge. « Votre honneur, » avait commencé Simon, s'avançant au centre de la pièce. « C'est une affaire simple. Les parties ont un contrat de mariage. Monsieur Lambert est un homme d'affaires prospère. Madame Dubois est au chômage depuis 10 ans. Nous avons offert un arrangement généreux. Cependant, la défenderesse tente d'extorquer à mon client la moitié de ses actifs commerciaux, sur lesquels elle n'a aucune revendication. Simon avait posé une main sur la table. Nous demandons que le contrat de mariage soit appliqué immédiatement et que l'affaire soit classée. La juge Giraud avait regardé Maître Dubois. Maître Dubois, avez-vous une réponse? Maître Dubois s'était levé, ses mains tremblantes. Il avait regardé ses notes, puis moi, puis la juge. En fait, votre honneur, j'ai une requête. Crachez le morceau, conseiller, avait dit la juge. Je voudrais demander un changement de conseil, avait dit Maître Dubois. Julien avait levé les yeux au ciel. Oh, pour l'amour de Dieu, elle le vire maintenant. C'est une tactique de retardement, votre honneur. Rejeté, avait crié Maître Delacroix. C'est un abus du temps du tribunal. Maître Dubois avait soupiré la juge Giraud. Qui est le nouveau conseil? Est-il présent? Oui, votre honneur, avait dit Maître Dubois, souriant enfin. Ce n'était plus un sourire nerveux. Il est juste dehors. Maître Dubois s'était écarté. Les doubles portes à l'arrière de la salle d'audience s'étaient ouvertes. Le silence était tombé dans la pièce. Descendant l'allée centrale, il n'y avait pas un autre avocat de pacotille. C'était une véritable escouade. D'abord, 4 jeunes collaborateurs en costume anthracite assortis, portant des boîtes d'archives pleines de preuves. Puis était venu un homme que Julien reconnaissait des informations, Archibald de Saint-Pierre, le plaideur le plus redouté de Paris. Mais c'était l'homme marchant à côté de Saint-Pierre qui avait gelé le sang dans les veines de Julien. C'était Jonas Leclerc. Jonas n'avait pas regardé la juge. Il n'avait pas regardé les avocats. Il était allé droit à la table de la défense, avait tiré la chaise à côté de moi et s'était assis. Il m'avait pris la main et l'avait serrée. Julien regardait, bouche ouverte, mais aucun son n'en sortait. « Votre honneur », avait dit Archibald Saint-Pierre, sa voix commandant instantanément la pièce. Archibald Saint-Pierre reprenant la représentation de Madame Marie Leclerc-Dubois. « Leclerc » avait chuchoté Maître Delacroix, son visage se vidant de toute couleur. Il s'était tourné vers Julien. « Vous ne m'avez pas dit qu'elle était une Leclerc. »« Je ne savais pas, » avait balbutié Julien. « Qu'est-ce qui se passe? » Archibald avait continué. « Nous ne sommes pas ici pour discuter du contrat de mariage, votre honneur. Nous sommes ici pour déposer une contre-requête en divorce pour cause d'adultère, de fraude financière massive et d'abus conjugal. Nous avons également une requête pour geler tous les actifs de Lambert Immobilier en attendant un audit forensique. « Objection !» avait crié Maître Delacroix, bien que sa voix se soit brisée. « C'est une embuscade !»« Ce n'est pas une embuscade », avait parlé Jonas Leclerc pour la première fois. Sa voix était basse, calme et terrifiante. « C'est une exécution. » La juge Giraud avait regardé de Maître Delacroix, déconcertée, à Archibald de Saint-Pierre, impassible. Elle m'avait regardé, moi, qui levais enfin les yeux, mes yeux rencontrant ceux de Julien, avec un regard d'acier pur. « La requête en substitution de conseil est accordée, » avait dit la juge Giraud, frappant son marteau. Elle s'était penchée en avant, l'air intéressé pour la première fois de la journée.
Maître Saint-Pierre, vous avez mentionné une fraude. Oui, votre honneur, avait dit Saint-Pierre, ouvrant la première boîte d'archives. Nous avons des preuves que M. Lambert a dissimulé environ 12 millions d'euros dans des comptes offshore. Nous avons également la preuve qu'il a falsifié les rapports de liquidité à la ville de Paris concernant le projet La Flèche. Et Saint-Pierre avait fait une pause pour les faits. Nous avons l'exemplaire original du contrat de mariage, celui que M. Lambert prétend interdire à ma cliente de prendre des actifs. Cependant, M. Lambert semble avoir oublié la clause 14B. Julien avait serré la table. Quelle clause? De quoi parle-t-il? Clause 14B, avait lu Saint-Pierre à voix haute. Dans le cas où l'une ou l'autre des parties est reconnue coupable d'adultère, ce qui entraîne la dissolution du mariage, la clause d'infidélité annule la limitation de la séparation des actifs. Tous les actifs deviennent des biens communs soumis à une distribution équitable. Saint-Pierre avait regardé Julien. Et nous avons les messages textes, les reçus d'hôtel et le témoignage de Mademoiselle Sophie Leroux, l'ancienne colocataire de Mademoiselle Leroux, confirmant que la liaison a commencé il y a 6 mois. Julien s'était tourné vers Sophie. Elle avait l'air horrifiée. Pas pour lui, mais pour elle-même. « Tu as dit que le contrat de mariage était blindé », avait sifflé Sophie à Julien. « Il l'était », avait crié Julien. « Je l'ai téléchargé moi-même. » À partir d'un modèle, avait noté Saint-Pierre sèchement. Un modèle qui inclut des clauses d'infidélité standard. N'avez-vous pas lu les petits caractères, Monsieur Lambert? Je m'étais levé lentement. J'avais regardé mon mari de l'autre côté de l'allée. Tu m'as dit de quitter ce mariage avec ce que j'avais apporté, avais-je dit clairement, ma voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Je suis entré dans ce mariage avec mon intégrité et je suis venu avec ma famille, avais-je dit en désignant Jonas. Maintenant, avais-je repris, je prends ce que j'ai bâti. Votre honneur, avait dit Saint-Pierre, nous demandons un gel immédiat de tous les comptes. Accordé, avait dit la juge Giraud instantanément. Julien s'était affalé sur sa chaise. Son téléphone avait vibré dans sa poche. C'était une notification. Alerte! Compte d'entreprise gelé. La holding Leclerc a initié une offre de rachat hostile pour Lambert Immobilier. Il avait regardé Jonas. Jonas avait fait un clin d'œil. Le piège ne s'était pas seulement refermé. Il l'avait écrasé. Le chaos à l'extérieur du tribunal était pire que le silence à l'intérieur. Tandis que Julien trébuchait hors des doubles portes, hébété et desserrant sa cravate, il fut aveuglé par les flashs des paparazzis. Mais ce n'étaient pas les photographes amicaux des pages mondaines auxquels il était habitué. C'étaient des équipes de presse. « Monsieur Lambert, est-il vrai que vos actifs ont été gelés? » « Monsieur Lambert, que dites-vous des allégations de fraude concernant le projet La Flèche? » « Est-il vrai que vous ne saviez pas que votre femme était une Leclerc? » Julien avait essayé de les repousser, cherchant son chauffeur. « Pas de commentaires. Dégagez. » Il avait cherché Sophie. Elle se tenait près de la sortie, tapant furieusement sur son téléphone. « Sophie, allons-y !» avait-il aboyé. Elle avait levé les yeux, son visage froid. « Je prends un Uber, Julien. »« Quoi? Ne sois pas ridicule. La voiture est là. »« La voiture n'est plus la vôtre, » avait-elle claqué, assez fort pour qu'un journaliste l'entende. « Et moi non plus. Je viens de chercher complicité de fraude. Je ne vais pas en prison pour vous. J'appelle mon propre avocat. » Elle s'était retournée sur ses talons de créateur, des chaussures qu'il avait payées, et s'était éloignée dans la foule. Julien était resté seul sur les marches du palais de justice. Il avait vu une Rolls-Royce noire s'arrêter. Jonas Leclerc était sorti, ouvrant la porte arrière. Je suis sorti du tribunal flanqué de la sécurité. Je n'ai pas regardé les caméras. Je n'ai pas regardé la foule. J'ai regardé droit devant moi, qui allait me glissant dans la voiture avec la grâce d'une reine reprenant son trône. Alors que la voiture s'éloignait, le téléphone de Julien avait sonné. C'était Pierre Duval, son directeur financier. « Julien, où êtes-vous? » Pierre semblait hyperventilé. « L'autorité des marchés financiers est là.
Ils perquisitionnent le bureau. Ils ont des boîtes, Julien. Ils prennent les ordinateurs. Retardez-les, avait crié Julien dans le téléphone. J'arrive dans 20 minutes. Ça ne sert à rien, avait chuchoté Pierre. La ville vient de retirer le contrat La Flèche. La nouvelle de la fraude de liquidité est tombée. La holding Leclerc vient d'acheter nos titres de créance. Julien, Jonas Leclerc possède nos prêts maintenant. Il les rappelle immédiatement. Il ne peut pas. Pas obligé de pas faire ça. Il le peut. Nous sommes en défaut. C'est fini. La sécurité est en train de m'escorter. Ne venez pas au bureau, Julien. Ils ont un mandat d'arrêt contre vous concernant les fonds détournés au Delaware. Le téléphone avait glissé des mains de Julien et s'était brisé sur le béton. Les 48 heures suivantes furent un flou d'humiliation. Julien n'avait pas été autorisé à retourner dans son appartement. Les serrures avaient été changées par la banque. Il était resté dans un hôtel, payant en espèces jusqu'à épuisement. Ses cartes de crédit étaient refusées. Ses amis, les amis qui buvaient son whisky et riaient de ses blagues, avaient cessé de répondre à ses appels. Il était assis dans une petite chambre d'hôtel, regardant les nouvelles sur une télévision granuleuse. Dernières nouvelles. L'effondrement de Lambert Immobilier. Comment le roi de l'immobilier a bâti un château sur le sable. Marie Leclerc Dubois, fille du regretté titan Jacques Leclerc, et a annoncé qu'elle allait acquérir les actifs en difficulté de l'entreprise de son ex-mari pour protéger les employés. Elle ne le quittait pas. Elle le dévorait vivant. Julien avait toujours cru que l'argent était le pouvoir. Il avait oublié que le vrai pouvoir n'était pas ce que l'on avait en banque. C'était ce que l'on était quand le compte en banque était vide. Et sans son argent, Julien Lambert n'était personne. Il lui restait une carte à jouer. Il me connaissait. Il connaissait mon cœur. Sous l'armure des Leclerc, j'étais toujours la femme qui lui apportait des sandwichs à la bibliothèque. S'il pouvait juste me parler, juste me regarder dans les yeux, il pourrait me manipuler, me charmer, me faire abandonner les accusations et obtenir un règlement. Il s'était rafraîchi du mieux qu'il pouvait. Il avait mis son seul costume restant et s'était rendu au seul endroit où il savait que je serais. La pluie qui s'abattait sur le pavé de Paris n'était pas une douche purificatrice. C'était un assaut glacial et incessant. Julien Lambert se tenait au coin de l'avenue Foch et de l'avenue Raymond Poincaré, l'eau s'accumulant dans ses chaussures en cuir italien, des chaussures maintenant éraflées et gorgées d'eau. Il avait été le roi de l'immobilier parisien. Il avait commandé des pièces d'un murmure. Maintenant, il tremblait dans un costume qui n'avait pas été repassé depuis 48 heures, regardant la monolithique de verre et d'acier qui était le siège du groupe Leclerc. Le bâtiment perçait les nuages bas, une forteresse de richesse et de pouvoir. Et quelque part au dernier étage, au-dessus des intempéries et du chaos, se trouvait sa femme, ou plutôt la femme qui était en train de démanteler son existence. Julien avait essuyé la pluie de ses yeux et avait poussé les portes tournantes. Le hall était chaud, sentant le thé blanc et le cirage cher. Il avait marché vers le bureau de sécurité, essayant de retrouver l'arrogance qu'il avait portée toute sa vie pendant la dernière décennie. « Je suis ici pour voir Marie. »« Madame Dubois », avait dit Julien. Sa voix s'était légèrement brisée. Le gardien de sécurité, un homme avec un cou aussi épais qu'un tronc d'arbre, n'avait même pas levé les yeux de son moniteur. « Avez-vous un rendez-vous? Je suis son mari », avait claqué Julien, bien que le mordant ait disparu de son ton. « Appelez-la. Dites-lui que je suis prête à me rendre. » Le gardien l'avait regardé de haut en bas. Il avait vu les cernes sous les yeux de Julien, le léger tremblement dans ses mains, l'eau qui coulait de son nez. Ce n'était pas le regard d'un PDG. C'était le regard d'un homme désespéré. « Attendez ici », avait grogné le gardien. 10 minutes angoissantes s'étaient écoulées. Julien arpentait le sol de marbre. Chaque fois que l'ascenseur sonnait, il sursautait. Il répétait son discours dans sa tête. « J'en appellerai à son cœur. Elle est douce. Elle a toujours été douce. C'est pour ça que je l'ai épousée. Je peux la modeler. J'ai juste besoin de 5 minutes pour lui rappeler qui nous sommes.
Finalement, le gardien lui avait fait signe. Dernier étage, vous avez 10 minutes. Si vous n'êtes pas redescendu dans 11, je monte vous traîner dehors. Julien avait rajusté sa cravate, avait lissé ses cheveux mouillés avec ses mains et était entré dans l'ascenseur. L'ascension était lisse et silencieuse, mais ses oreilles avaient une sifflée à mesure que les chiffres montaient. 40, 50, 60, à chaque étage, son estomac se nouait davantage. Il montait à l'Olympe, mais il y venait en mendiant. Les portes s'étaient ouvertes avec un doux tintement. Le bureau était caverneux. C'était moins un espace de travail qu'un sanctuaire d'intimidation. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville qu'il pensait posséder. Les meubles étaient rares, modernes et terriblement chers. Debout près de la fenêtre, le dos tourné, se trouvait Marie. Elle portait un costume blanc taillé à la perfection, assez net pour couper du verre. Elle ne s'était pas retournée quand il était entré. À sa gauche, assis dans un fauteuil en cuir et lisant un dossier, se trouvait Jonas Leclerc. Marie avait soufflé Julien. Elle s'était retournée lentement. Julien s'était arrêté. Il s'attendait à voir de la colère. Il s'attendait à voir les yeux rougis d'une femme bafouée. Il s'attendait à des cris, mais il n'y avait rien. Son visage était un masque d'indifférence absolue, terrifiante. Elle le regardait, non pas avec haine, mais avec la légère curiosité que l'on pourrait avoir pour un insecte piégé dans un bocal. « Bonjour, Julien », avait-elle dit. Sa voix était calme, posée et dépouillée de toute chaleur. « Tu fais des taches sur le tapis personne. »« Je n'avais pas de parapluie, » avait balbutié Julien. Il avait fait un pas en avant, les mains tendues dans un geste suppliant. « Marie, s'il te plaît, il faut qu'on parle. »« Nous parlons, » avait-elle dit, contournant le grand bureau en chêne et s'asseyant. Elle avait désigné une chaise en bois dur en face d'elle. « Assieds-toi. » Julien s'était assis. Il se sentait petit. Le bureau était vaste. Une barrière physique entre sa ruine et son pouvoir. « J'ai tout perdu, Marie, » avait commencé Julien, laissant sa voix se briser. Il savait jouer la victime. « Les banques m'ont bloqué. L'AMF a perquisitionné le bureau ce matin. Ils ont pris mon ordinateur portable. Ils ont pris mon passeport. Pierre m'a dit qu'un mandat d'arrêt est en train d'être rédigé en ce moment. » Il l'avait regardé, les yeux grands et implorants. « Il parle de prison, Marie. Prison fédérale pour fraude. »« Oui, avait-elle dit, prenant un stylo argenté et le faisant tourner distraitement. C'est généralement ce qui arrive quand on détourne 2 millions d'euros dans une société écran pour le cacher à sa femme pendant un divorce. Cela s'appelle une fraude à la faillite. Mon frère me dit que les directives de condamnation sont assez robustes. Jonas avait tourné une page dans son dossier, le son fort dans la pièce silencieuse. « Je l'ai fait pour nous », avait menti Julien, se penchant en avant. « J'avais peur, Marie. Le marché était volatile. Je voulais créer un filet de sécurité pour notre avenir. J'essayais de protéger la famille. » Marie avait cessé de faire tourner le stylo. Elle l'avait fixé du regard. Le silence s'était étiré pendant 5 secondes, puis 10. « Julien, » avait-elle dit doucement, « ne m'insulte pas. Tu ne l'as pas fait pour nous. Tu as déplacé cet argent pour financer une vie avec une mannequin de 24 ans nommée Sophie. Tu l'as fait parce que tu me pensais stupide. Tu pensais que j'étais juste la petite bibliothécaire que tu avais sortie de l'obscurité. »« Non, ce n'est pas vrai, je t'aime. » Julien s'était levé, désespéré maintenant. « Tu te souviens de la bibliothèque, des sandwichs, de comment nous rêvions de conquérir la ville? C'est moi qui t'ai faite, Marie. C'est moi qui t'ai donné cette vie. Nous sommes une équipe. » Marie avait ri. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était sec, creux et tranchant. « Tu m'as faite, » avait-elle répété. Elle s'était levée et pendant 1 seconde, elle avait semblé mesurer 3 mètres de haut. « Tu ne m'as pas faite, Julien. Tu m'as consommé. Je t'ai donné mes relations. Je t'ai donné mon héritage, canalisé via des investisseurs pour que ton ego fragile ne soit pas blessé. J'ai révisé tes propositions.
J'ai aplani tes erreurs. J'ai construit la scène pour que tu puisses jouer le roi. Elle avait marché jusqu'au bord du bureau. Et quand tu as pensé que tu étais assez grand, tu as essayé de me jeter comme une ordure. Tu m'as dit de partir sans rien. Tu te souviens de cette nuit-là? Tu étais là, buvant du champagne, et tu m'as dit que je valais 0. Julien s'était affalé sur la chaise. Le combat le quittait. J'étais en colère. Je ne le pensais pas. S'il te plaît, Marie, je t'en supplie. Je ne peux pas aller en prison. J'y mourrai. Aide-moi. Fais juste que ça s'arrête. Marie avait regardé Jonas. Jonas avait hoché la tête une fois, fermant le dossier. Je ne vais pas te laisser aller en prison, Julien, avait dit Marie. La tête de Julien s'était relevée. L'espoir, sauvage et aveuglant, avait inondé sa poitrine. Tu ne vas pas? Non, avait-elle dit. J'ai parlé au procureur. Le groupe Leclerc a accepté d'acquérir Lambert Immobilier. Dans le cadre de l'acquisition, nous couvrons toutes les dettes impayées et remboursons immédiatement les fonds détournés au compte de l'entreprise. Les accusations de fraude seront abandonnées. Le mandat sera retiré. Julien avait laissé échapper un sanglot de soulagement. Il s'était couvert le visage de ses mains. « Oh Dieu, merci. Merci, Marie. Merci. Je savais que tu m'aimais encore. Je le savais. » Il s'était essuyé le visage, un sourire perçant la misère. « D'accord, d'accord. Donc, nous fusionnons les entreprises. Je peux diriger la division design. J'ai des idées pour une nouvelle tour à la Défense. Nous pouvons redresser la barre. Quand est-ce que je peux revenir dans l'appartement? » Marie l'avait regardé, sincèrement déconcertée par son narcissisme. « Tu ne reviens pas, Julien, et tu ne dirigeras rien. » Elle avait fait glisser un document sur le bureau. Il était épais, relié en papier bleu. « Ceci est un accord de vente et d'achat. Il me transfère 100% de tes actions, actifs, propriété intellectuelle et droits dans Lambert Immobilier. Il comprend également une clause de non-concurrence permanente. Tu ne travailleras plus jamais dans l'immobilier en Île-de-France. » Julien s'était figé. « Tu prends mon entreprise. » « Je sauve l'entreprise, » avait-elle corrigé. « Je sauve les emplois des 300 personnes dont tu ne te souciais pas. J'achète la dette que tu as créée. » « Mais qu'en est-il de moi ?» avait murmuré Julien. « Cette entreprise était ma vie. Si tu la prends, que me reste-t-il? »« Tu as ta liberté, » avait dit Marie, « ce qui est plus que ce que tu mérites. Mais j'ai besoin de quelque chose pour recommencer. » avait balbutié Julien. Un règlement, un rachat. L'entreprise était évaluée à 500 millions l'année dernière. Même avec la dette, la marque vaut quelque chose. La marque est toxique, avait interrompu Jonas Ducoing, sa voix profonde et grondante. Mais nous sommes généreux. Oui, avait dit Marie, nous te payons pour l'entreprise, une juste valeur marchande pour ce que tu apportes actuellement sur la table. Marie avait tendu la main dans la poche de son blazer blanc. Elle avait sorti un seul objet et l'avait posé sur le bureau en chaîne polie. C'était un billet d'1 €. Il était neuf, vert et solitaire sur la vaste étendue de bois. Julien l'avait fixé du regard. La pièce était devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre la pluie frapper le verre 50 étages plus haut. « 1 €, fait-il murmurer. « Tu m'as dit de quitter ce mariage avec ce que j'avais apporté. » avait dit Marie, sa voix basse et intense. « Je suis venu avec mon intégrité, ma famille et mon esprit. J'ai toujours les 3. » Elle avait poussé le billet d'1 € vers lui avec un doigt manucuré. « Mais quand je t'ai rencontré dans cette bibliothèque, Julien, tu étais un étudiant boursier en probation universitaire. Tu avais des trous dans tes baskets. Tu n'avais rien. Mais tu avais 1 € dans ta poche et beaucoup d'audace. » Elle s'était penchée près, ses yeux se fixant dans les siens. « Donc, je te ramène à tes paramètres d'usine. Tu repars avec exactement ce que tu as apporté. 1 €, pas de dette, pas de prison, juste toi et le monde. » Julien avait regardé le billet d'1 €, puis il m'avait regardé. Il avait cherché une fissure dans mon armure,
un soupçon de la femme qui lui frottait le dos quand il était stressé. Mais cette femme avait disparu. Il l'avait tuée par 1000 coupures. Et cette reine debout devant lui était ce qui était ressuscité de la tombe. « Marie !» avait-il croassé, des larmes coulant maintenant sur son visage. « Je ne peux pas survivre avec ça. Je n'ai nulle part où aller. Il pleut. Je n'ai pas de maison. » Marie s'était levée et était retournée à la fenêtre, lui tournant le dos. « Alors je te suggère de trouver une bibliothèque, » avait-elle dit froidement. « J'entends dire que c'est gratuit. » « Fais-le sortir, Jonas. » Jonas s'était levé. Il n'avait pas touché Julien, mais sa présence était suffisante. Julien Lambert, l'homme qui voulait posséder la ligne d'horizon, avait tendu une main tremblante. Il avait ramassé le billet d'1 €, l'avait écrasé dans son poing, s'était retourné et était sorti du bureau. La descente en ascenseur fut un enterrement. Il était sorti de l'immeuble et sous la pluie battante. Il se tenait sur le trottoir, trempé jusqu'aux os, serrant un morceau de papier qui ne lui achèterait même pas une tasse de café dans la ville qu'il régnait autrefois. Les passants se précipitaient autour de lui, ignorant l'homme en pleurs dans son costume en ruine. Il était invisible. Il n'était personne. Haut dans le penthouse, la pièce était silencieuse. Jonas s'était dirigé vers le bar et avait versé 2 verres de champagne millésimés. Il en avait tendu un à sa sœur. « Il a pris l'euro ?» avait demandé Jonas. « Il a pris l'euro ?» avais-je confirmé. J'avais pris le verre, ma main ferme. « Il va être démuni, Marie. Il ne tiendra pas une semaine dehors, » avait dit Jonas, bien qu'il n'ait pas semblé préoccupé. C'était trop? J'avais pris une gorgée de champagne. Il avait le goût de la victoire. J'avais regardé les lumières de la ville scintillantes à travers la pluie, comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Il voulait un divorce, avais-je dit, un petit sourire satisfait jouant sur mes lèvres. Je viens de lui donner le plus cher de l'histoire. Je m'étais détourné de la fenêtre, tournant le dos à la pluie et à l'homme qui s'y tenait. Maintenant, avais-je dit, marchant vers la porte. Appelle les entrepreneurs, Jonas. Je veux rénover ce bureau. Je n'ai jamais vraiment aimé la vue d'ici. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je pense que j'ai fait une erreur. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident. Rien n'est parfait. Mais c'est la mienne. Est-ce que ce que j'ai fait était juste ou suis-je allé trop loin? Je ne suis pas sûr. Mais je sais une chose. Le silence n'est pas de la faiblesse. Et une femme peut reconstruire sa vie, brique par brique, même si elle doit brûler le monde de quelqu'un d'autre pour y parvenir.